toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle édition de Secrets d'Histoire, l'émission qui traque sans relâche les vérités les mieux cachées de la Terre du Milieu. Je suis Stéphane de Berne et je serai votre hôte tout au long de ce numéro spécial que nous attendions depuis plus de 4 ans. Car aujourd'hui, nous allons tenter de percer l'un des mystères les plus flous et évanescents de notre monde, entre légendes et racontards, entre faits oubliés et récits partagés. Aujourd'hui, nous partons en quête des magiciens bleus. Avant toute chose, il convient de bien définir ce que nous entendons par magie. Car pour les personnes du commun telles que vous et moi, ce terme est empli d'une grande part d'incompréhension. Un peu partout, on peut en effet rencontrer des mages de cour, des bouffons ou autres prestidigitateurs de taverne qui égayent festivals et banquets à l'aide de leurs tours incroyables ou de leurs feux d'artifice enchanteurs. Mais, bien qu'impressionnants de premier abord, toutes ces illusions fantasques n'ont rien de magique et ne reposent que sur l'habileté de leurs praticiens. De même, il arrive parfois de croiser sur les chemins des maîtres du savoir, capables de déclencher le feu, la foudre ou la vie d'un simple mouvement de main. Ceux-ci s'apparentent en réalité plus à des savants, tellement versés dans l'art des potions et dans la compréhension de la nature profonde des choses qu'ils parviennent à la manipuler. Mais là encore, il ne s'agit pas réellement de magie. On commence à trouver de véritables traces de magie chez les elfes les plus âgés, dans certaines inscriptions naines, ou dans certaines malédictions anciennes encore accrochées à quelques vieilles ruines. Il s'agit là de traces de puissance de l'ancien temps, entretenues à grand soin par leurs dépositaires, et pourtant bien éloignées des prouesses des premiers âges. On parle également parfois, à mi-mot, de sorciers venus de loin à l'est, dans un pays de vent et de sable. Et de ceux-ci, nous parlerons un peu plus tard. Mais je puis garantir qu'ils ne détiennent pas eux non plus ce que l'on pourrait qualifier de véritable magie. Non, car en réalité, en dehors des Valar et des hauts elfes de l'aube des temps, il n'existe que très peu de véritables mages. Si peu, en fait, qu'on pourrait les compter précisément sur les doigts d'une seule main. Les 5 membres de l'ordre des magiciens, aussi connus sous le nom d'Istari. Il peut être sage de vous expliquer un peu plus en détail ce que sont les Istari. Comme vous le savez sans doute, surtout si vous avez écouté nos précédentes émissions, les premiers êtres de l'univers furent les Valar, divinités absolues tenues de veiller au bon déroulement du plan des roues et de lutter contre leur chaotique frère, le sombre Morgoth. Mais les Valar ne sont pas les uniques enfants des roues, car lors de la création du monde, ils furent accompagnés par de nombreux esprits, les Maillards. Bien plus nombreux, mais également bien moins puissants que les Valar, chaque Maillat partageait la même affinité que l'un d'entre eux, et avait dès lors la charge de servir ce dieu. Nombre d'entre eux ne furent jamais nommés, et encore moins furent incarnés. Mais cela arriva néanmoins, et 5 d'entre eux en particulier furent chargés d'une mission vers la fin du Deuxième Âge. Manwë, le maître des vents et roi des Valar, craignait en effet que Sauron, le successeur de Morgoth, ne finisse par gagner tant de puissance et d'influence qu'il puisse à son tour représenter une menace comparable à son ancien maître. Il pensait donc nécessaire d'envoyer un petit groupe de Maillards qui servirait de guide et d'émissaire auprès des peuples libres afin de se préparer au pire. De tous les Maillards à qui l'on annonça cette mission, seuls 2 se portèrent volontaires. Kurumo, serviteur d'Aolé le dieu forgeron, et Alatar, envoyé par Oromé le grand chasseur. Manwë demanda alors à l'un de ses propres Maillards, Olorin, s'il souhaitait également se charger de cette mission. Et malgré le fait que ce dernier se considérait bien trop faible et peureux pour cette tâche, il finit par accepter. De leur côté, Yavanna, déesse des plantes, proposa Aïwendil, et Alatar demanda à son ami Pallando de l'accompagner. Ensemble, ces 5 Maillards partirent pour la Terre du Milieu et s'incarnèrent en vieux personnages à la barbe longue et aux robes colorées. Leur mission était de préparer les elfes, les nains, les hommes et tous les autres à une confrontation face à Sauron.
mais il leur était interdit pour y parvenir de prendre le contrôle des peuples libres ou de combattre le Seigneur sombre directement à pouvoir égal. Ils prirent donc chacun un nom mortel. Kurumo se ferait appeler Saruman le Blanc, Olorin serait Gandalf le Gris, et Aywendil serait connu comme Radagast le Brun. Alatar et Palando, eux, choisirent la même couleur tant ils étaient inséparables. Ils seraient les mages bleus. Très vite, chaque mage s'attela à sa mission, mais de manière complètement différente. Tandis que Saruman et Gandalf prirent contact avec les elfes et formèrent le Conseil Blanc, Radagast partit dans les environs de la Forêt Noire, proche de l'un des derniers bastions connus de Sauron, tandis que les deux mages bleus, pour leur part, choisirent de partir à l'est. Et c'est là que pour beaucoup de personnes, leur légende s'arrête. En effet, si les contes du blanc et du gris ont résonné dans de nombreuses contrées, et si les affres du mage brun consumé par son amour des animaux sont connus des voyageurs de la vallée de l'Anduin, il serait bien difficile de trouver qui que ce soit capable de se souvenir ne serait-ce que du nom des mages bleus. Autant vous dire que mon voyage en quête de la vérité sur ces deux troubles faits n'a pas été des plus simples. Après avoir quitté ma douce comté, j'ai donc voyagé vers Bré, espérant pouvoir y entendre des histoires concernant Gandalf, qui est visiblement un habitué de la taverne là-bas, ou avoir la chance de croiser un groupe d'elfes en route vers les Havres Gris. Puis, je suis parti vers Foncombe, afin de compulser les archives elfiques qui s'y trouvaient, et j'ai même pu discuter brièvement avec Maître Elrond en personne. Malheureusement, lui-même n'avait jamais rencontré ces deux mages. Au final, c'est une rencontre fortuite avec un messager gondorien qui m'a conduit à l'étape suivante, la tour d'Ortan, le fief de Saruman. Après des semaines de voyage, j'ai enfin pu apercevoir la haute tour noire, désormais totalement abandonnée et inondée. Et après quelques recherches, et le témoignage d'un étrange arbre parlant, non, je n'avais pas abusé d'herbe à pipe, merci bien, j'ai appris une nouvelle très intéressante. Contrairement à ce que l'on pensait, Saruman, Alatar et Palando furent envoyés les premiers en Terre du Milieu, alors que les anneaux n'avaient pas encore été forgés. Leur mission consistait à libérer les peuplades de l'Est et du Sud de l'influence grandissante de Sauron. Et si cela n'était pas possible, de les empêcher d'agir contre les peuples libres de l'Ouest. Cette Ent, car c'était bien ce que cette créature était, se souvenait les avoir vus partir tous les trois de l'autre côté de l'Anduin, vers les terres brunes où résidaient à l'époque les Entes femmes. C'est la raison pour laquelle ce souvenir était encore présent dans sa mémoire. Mais il m'annonça que bien des années plus tard, il ne vit revenir que le mage vêtu de blanc, et aucune trace des deux autres. Fort de ces informations, je poursuivis ma route vers le sud, afin d'atteindre Minas Tirith et compulser les très nombreux ouvrages de leur grande bibliothèque. Malheureusement, là encore, aucune trace des mages bleus. Mais il me restait encore une piste découverte parmi tous ces parchemins, le lieu de résidence de l'un des magiciens, Radagast. Je repartis donc vers le nord, longeant l'Anduin jusqu'à atteindre la Forêt Noire, pour enfin découvrir Rosgobel, sa demeure. Le mage brun est un personnage pour le moins particulier, et son témoignage est à prendre avec une touche de scepticisme, sa mémoire semblant autant lui faire défaut que le bon sens. Mais il fut néanmoins heureux de me partager son histoire entre deux séances de massage de sanglier. Lui, ainsi que les 4 autres magiciens, arrivèrent au Havre Gris vers l'an 1000 du Troisième Âge, ce qui signifie donc que Saruman, ainsi que les 2 mages bleus, seraient donc bel et bien revenus de leur première mission dans les pays lointains. Et si Saruman semblait ne pas vouloir s'attarder sur le sujet, trouvant bien plus sage de s'atteler à leur nouvelle tâche, les 2 mages bleus, eux, se montraient plus affables, mais également bien plus mystérieux. Ils avaient visité l'Arad et le Kand, au sud du Mordor, ainsi qu'une toute petite partie du Rhûn, bien plus à l'est. Et ce dernier pays leur avait visiblement fait une très forte impression, au point de vouloir poursuivre leur mission là-bas. Radagast ne se souvenait pas de grand-chose d'autre, à part des détails futiles, comme le fait qu'Alatar et Palando avaient tendance à finir les phrases l'un de l'autre,
et je le quittais donc sur ces informations quelque peu contradictoires. Avait-il passé plusieurs siècles au sud et à l'est ? Était-il revenu comme Saruman au Havre Gris bien plus tôt ? J'étais résolu à en savoir plus, et j'ai ainsi pris la pire décision de ma vie. Mon enquête devait se poursuivre à l'endroit le plus proche des pays qu'ils avaient visités, le Mordor. Mon retour vers le sud se fit accompagner d'une petite troupe de nains en provenance des Monts de Fer, et ceux-ci m'en apprirent plus sur le Rhûn. Il s'agit d'un pays absolument gigantesque, au centre duquel se tient une grande mer intérieure, bordée de forêts, de steppes et de déserts plus éloignés encore. Plusieurs peuplades vivent en ces terres, souvent appelés orientaux par les gens de l'Ouest. Mais ces nains me racontèrent que presque tous les contacts qu'ils eurent avec eux furent hostiles, cherchant principalement à attaquer le Rohan et le Gondor, et étant sous l'emprise de Sauron. Ces peuplades compteraient parmi leurs rangs des sorciers, des chefs spirituels capables de maléfices étranges, surnaturels même, certains d'entre eux arborant des robes bleues. Une coïncidence bien étrange. Arrivé au Mordor, je commençai mes recherches, escorté par une petite troupe de gardes de l'Ithilien, car quand bien même le Seigneur Noir est tombé, la région reste pour le moins dangereuse. Et au bout de nombreuses semaines de recherche, c'est dans la région du Nurn, le seul espace quelque peu vert de ce pays maudit, que je découvris avec certitude une trace du passage des mages bleus. Des témoignages anciens des peuplades qui vivaient ici jadis, des statuettes à l'effigie de 2 voyageurs bleus, des tablettes racontant les histoires de pèlerins étranges, observant les étoiles et dispensant leur savoir, des marques de flammes faites à la poudre bleue. Alors, était-ce là le secret des mages bleus ? Avaient-ils, tout comme Saruman qui les avait accompagnés durant des années lors de leur premier voyage, succombé à la peur, la tentation, et avaient fini par rejoindre les forces obscures, partageant les secrets de la magie aux armées de Sauron ? C'est malheureusement ce que tous les indices semblèrent apporter. Mais, par la pipe du vieux Touk, je n'allais pas rester sur une telle conclusion après un tel voyage. Quelque chose ne collait pas, tout comme dans le témoignage du mage brun. Car là, sur la pierre, 2 noms avaient été laissés. 2 noms qui apparaissaient dans les archives de Minas Tirith. Morinethar, le pourfendeur de ténèbres en elfique, et Romestamo, le sauveur de l'Est. Il s'agit là, on peut en être sûr, de leurs noms mortels, et leur signification est bien différente de ce que l'on peut s'imaginer de traître à la solde du noir ennemi. Je poursuivis donc encore plus mon voyage, à l'Est, pour atteindre enfin les terres du Rhûn. Les gens là-bas sont pour le moins méfiants, n'ayant probablement jamais vu de hobbit. Mais quelques éléments supplémentaires ont fini par ressurgir. La contrée est régulièrement sujette à des luttes intestines, des guerres de succession ou de culte qui fragilisent un pays pourtant si immense. Avec la chute de Sauron, une grande catastrophe est visiblement survenue au centre du pays, créant un exode massif vers l'ouest, et souvent, j'ai pu apercevoir ces sorciers de la caste bleue tenter de rallier la foule contre les partisans du régime déchu de Sauron. Il semblerait que la vérité soit plus nuancée que nous le pensions au premier abord. La présence des mages bleus à l'est, et leur disparition apparente dans les sables du Rhûn, aurait pu avoir comme effet de semer les graines de la rébellion, de tisser des philosophies en opposition à celles de Sauron, empêchant ainsi une contrée en large supériorité numérique d'écraser le Gondor et le Rohan comme une vague. Je ne connais pas encore toute la vérité, mais foi de Stéphon de Berne, je vais continuer à la chercher. Et croyez bien, chers amis, que lorsque j'aurai retrouvé la trace d'Alatar et de Palando, vous serez les premiers à pouvoir l'écouter. Mais ceci, ce sera lors d'une prochaine histoire.